Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver pour notre édito politique du Grand Journal sur Radio J. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Les premiers articles du projet de loi sur le pouvoir d'achat ont été votés, Alexis. Et à la différence de la NUPES, les députés Rassemblement National ont cherché non pas à supprimer, mais à amender l'article visant en particulier à prolonger dans le temps le versement de la prime dite Macron, une prime exceptionnelle, défiscalisée et désocialisée. L'occasion pour vous, Alexis Lacroix, de revenir sur le processus de notabilisation accéléré en cours au sein du parti de Marine Le Pen. Et c'est en particulier une interview de Jérôme Fourquet dans le JDD qui a particulièrement retenu votre attention. Alors, votre lancement est parfait, comme à l'accoutumée. Merci. Et vous avez dit beaucoup de choses. Alors, première chose, on va venir à Fourquet. Première chose, Steve, oui, bien sûr, la notabilisation, l'enracinement en profondeur, la montée en gamme aussi, qui fait que aujourd'hui, la stratégie législative, mais plus largement politique du Rassemblement national, est de devenir une force d'opposition, comme on disait jadis, vous vous souvenez pas, enfin on n'était pas nés, mais à l'époque où le Parti communiste était un auxiliaire du Parti socialiste, une opposition constructive. Et c'est ça qu'ils font. C'est-à-dire ils disent non, mais en même temps, à la fin, ils disent oui quand ça va dans le sens des intérêts du bloc populaire. Pour parler comme le sondeur Jérôme Sainte-Marie, nous sommes au cœur de la question d'ailleurs. Alors, l'interview de Fourquet, elle est intéressante à plusieurs titres. Elle paraît dans le JDD. Le JDD, aujourd'hui, c'est dans l'Empire Bolloré, mais il ne faut pas y voir de signification particulière. On sait bien que Bolloré a une position éminemment ambigu vis-à-vis du macronisme. Enfin, l'interview ne s'inscrit pas dans ce champ-là. En revanche, Jérôme Fourquet, c'est un homme qui analyse la société française dans toutes ses dimensions sociologiques profondes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur l'écume des jours, on n'est pas sur l'écume des choses. Souvent, le commentaire politique, il est un peu court-termiste, il est un peu le nez collé sur la vitre. Nous, on essaye de faire autre chose. Et c'est notamment l'auteur de l'archipel français. Voilà. Et donc, dans l'archipel français, il fait partie de ceux qui avaient déjà noté, bien avant même, si vous voulez qu'aujourd'hui ça devienne un thème populaire, qu'il y avait une sorte de tripartition sociologique qui correspondait aussi, ça tombe bien, à une tripartition politique. Je résume, et après on va venir au cœur de l'interview. 3 France, au fond. La France des centres-villes, qui est plutôt une France libérale et modérée politiquement, qui s'est retrouvée jusqu'ici dans la plateforme du macronisme, et ça s'est vérifié pendant la présidentielle, et ça s'est vérifié pendant les législatives. Ce qu'on considère comme les gagnants de la mondialisation, en gros. Voilà. Alors, si vous voulez, évidemment, c'est toujours schématique. Vous allez trouver des gens qui sont plus nuancés que ça. Vous allez trouver des personnes qui peuvent être des socialistes old-style ou des républicains gaullistes, plus critiques de la mondialisation que le discours macronien officiel. Mais peu importe. Globalement, c'est ça. La France dite périphérique, ça, c'est donc la conceptualisation de gens comme Guilhuy, mais aussi Fourquet, qui est essentiellement une France populaire de petits employés, de petits commerçants qui sont dans la diagonale du vide, c'est-à-dire en gros les départements qui vont des Ardennes aux Hautes-Pyrénées et qui se sentent abandonnés des pouvoirs publics. Ça, en gros, on va y revenir, c'est les bastions électoraux aujourd'hui d'un Rassemblement national qui à la fois se notabilise sur le plan de l'image publique et s'implante très progressivement dans les profondeurs telluriques du territoire. Et puis, il y a les banlieues. Les banlieues, c'est d'ailleurs un sujet sur lequel Fourquet a eu l'occasion de réfléchir. Il s'y intéresse beaucoup. Il était de ceux qui, à tort ou à raison, mais peu importe, avaient noté qu'il y avait une explosion des prénoms musulmans parmi les naissances dans la société française d'aujourd'hui, et notamment, bien sûr, dans certains départements dont nous avons l'occasion de parler. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces départements, la Seine-Saint-Denis, une partie du Rhône, les banlieues populaires de la Haute-Garonne, des Bouches-du-Rhône, etc., bien sûr du Nord aussi, du Pas-de-Calais, sont devenus des bastions importants pour un vote NUPES. C'est-à-dire, en fait, France Insoumise, c'est-à-dire, en fait, Mélenchon. Voilà. Donc, là, voilà la tripartition. Dans ce cadre-là, il y a 3 mouvements dans l'analyse de Fourquet qui sont passionnants. 1, le renforcement, selon lui, d'une dynamique d'implantation du Rassemblement national auprès de ceux qui, selon la formule de Jordan Bardella, sont laissés dans un étau mortel. Je résume. C'est-à-dire dans l'analyse que produit le Rassemblement national, l'étau mortel, ce serait le choix laissé aux Français entre une dilution à petit feu de la France, je me place du point de vue de leur explication, dilution à petit feu que préparerait le macronisme, saison 2, ou une dilution plus rapide de la France, plus islamo-gauchiste, plus woke, comme on dit aujourd'hui,
que nous réserverait le mélenchonisme. Et donc cet étau mortel devrait être desserré, d'où la dialectique, la rhétorique du Rassemblement national, nouvelle manière, qui tout en étant plus modéré dans la sémantique, garde quand même le cap, faut pas se leurrer, sur deux choses essentielles que nomme d'ailleurs très bien Fourquet. Un, la dimension sociale, c'est au fond du boulangisme revisité. C'est-à-dire avec cette bataille pour le pouvoir d'achat. Voilà, mais historiquement, faisons de l'histoire des idées. Ils n'inventent rien. Nous sommes du côté des petits contre les gros. Vous savez, on disait ça sous la Troisième République. C'était le phénomène boulangiste. On est loin du libéralisme de Jean-Marie Le Pen, par exemple, dans les années 80. Exactement. On est dans une rupture sémantique complète avec toute forme de rianisme et toute forme de sympathie pour le néolibéralisme américain. Mais au fond, c'est le retour à une très vieille extrême droite qui était l'extrême droite boulangiste française. Les petits, les gens modestes, les petits commerçants, les petits détaillants ont toujours raison contre les gros. Je ne dis pas qu'ils ont forcément tort, mais en tout cas, c'est ça la rhétorique. Ça, c'est le premier axe. Point. Le deuxième premier axe. D'où l'insistance, l'hypostase, comme on dirait, sur la question du pouvoir d'achat. Deuxième axe absolument passionnant, la reprise New Look de la thématique de la subversion migratoire. Avec le processus d'ensauvagement de la France. Voilà. Aujourd'hui, vous avez, il faut le lire, en regard de ce que dit Fourquet, parce que ça lui donne raison. Vous avez un entretien de fond de Bardella dans Marianne. Que dit-il dans Marianne ? Qu'au fond, la France est laissée dans un étau mortel. Et il reprend, c'est très intéressant d'ailleurs, il reprend les mots mêmes de Zemmour. Aujourd'hui, si on est républicain, on doit avoir un objectif, que la France reste la France. Donc vous avez, contrairement à tout ce qui a été dit pendant des années, vous n'avez pas d'effacement de la dimension identitaire au Rassemblement national. Vous avez plutôt la volonté chez eux de marcher sur deux pieds. Question sociale, question identitaire, que la France reste la France. Encore une fois, c'est du Éric Zemmour dans le texte. Et tout ça sous le parapluie d'un concept que n'évoque pas Fourquet, mais je commente avec vous librement, je fais du pile-poule avec vous, du pchat si vous voulez, qui est le grand déménagement du monde. Ils sont maintenant, c'est très intelligent d'ailleurs, ils reprennent ce concept qui n'est pas d'eux, mais qui est de Jean-Luc Mélenchon. Que veut dire le grand déménagement du monde ? Ça veut dire que vous voulez des bananes ? Ben, c'est pas grave, vous allez les faire venir d'Australie. Et tout leur discours, Bardella a compris, consiste à dire mais on arrête avec ça. On arrête avec ces importations, ces super-tankers qui polluent, etc. Donc c'est la démondialisation dont parlait notamment Arnaud Montebourg il y a une quinzaine d'années. Mais bien sûr, ils sont en train de s'approprier des idées de Mélenchon, mais aussi des idées qui viennent, vous avez absolument raison, du cœur de la gauche étatiste sur la démondialisation. C'est-à-dire on arrête avec les super-tankers. L'autre jour, il rappelait d'ailleurs, les super-tankers, ils polluent plus que l'ensemble du parc automobile français. Vous voyez, sur une année. Donc tout ça est très, très intéressant. C'est au cœur de cette rhétorique. Deuxième point, plus contextuel dans l'analyse de Fourquet, mais c'est très intéressant pour illustrer cet enracinement en profondeur du Rassemblement national. C'est l'antimacronisme. L'antimacronisme, il ne faut pas se leurrer, dans certaines parties du pays, c'est en train de devenir une quasi-religion civile, au sens où il y a des gens dont c'est le moteur, l'hostilité au président. Et Jérôme Fourquet explique que pour la première fois, les candidats RN ne se sont pas heurtés lors des législatives, Alexis, au traditionnel barrage républicain entre Mélenchon et cet antimacronisme. Et alors, pour commenter cette interview passionnante, il a raison de dire que l'hostilité au président s'est renforcée dans certains secteurs de l'opinion. On l'a vu pendant la campagne présidentielle. Ça a suscité aussi un effet drapeau. C'est-à-dire que, indépendamment de la Russie, beaucoup de Français se sont dit « non, on ne peut quand même pas laisser les libéraux prendre le pouvoir en France. Donc, même si ce président, on a des réserves, etc., on va avec lui ». Réflexe de nombreux socialistes et de nombreux électeurs de la droite républicaine qui ont préféré voter utile pour Macron dès le premier tour. Mais c'est une religion civile. Et regardez l'usage extrêmement polémique et démagogique qu'a fait le Rassemblement national de la nomination de cet intellectuel au ministère de l'Éducation nationale, l'historien Pape Ndiaye, d'origine sénégalaise par son père, qu'ils ont présenté comme un intellectuel woke. Je ne sais pas si c'est totalement justifié, mais en tout cas, c'est intéressant sur le plan de la stratégie politique. Que veulent-ils, au fond, laisser penser ? Là encore, c'est du boulangisme culturel, qu'ils seraient les vrais défenseurs de la francité contre le woke américain. Donc on est au cœur aussi
Cet antimacronisme, au fond, du Rassemblement national, ne nous leurrons pas. Il est totalement raccord avec un vieil anti-américanisme de l'extrême droite. Et en dépit, encore une fois, de la modération du discours actuel et du recentrage de la ligne politique du parti. Troisième... Et pour terminer en quelques secondes, Alexis... Troisième élément, absolument... Malgré toutes vos notes... Toutes mes notes et plein de choses à dire. Un enracinement en profondeur, alors c'est en ce sens qu'il faut faire attention, un enracinement en profondeur du parti, dans des territoires où jusqu'ici il était vraiment au plus bas. Alors Fourquet cite l'ouest du pays, la Mayenne, la Haute-Vienne, les Deux-Sèvres. Il dit, donc on peut faire se reporter les gens, le plafond est devenu le plancher, à l'image du réchauffement climatique, où les températures exceptionnelles tendent à devenir la norme dans des parties entières du territoire. Et on ne peut plus écarter une victoire du RN en 2027. Et vous avez d'autres régions, je l'ajoute en commentaire libre, la Nouvelle-Aquitaine par exemple, où vous n'aviez pas de députés Rassemblement national. Dans cette nouvelle chambre que nous avons commentée, ils sont 89, mais il y en a plein qui viennent de ces régions. Donc tout ceci laisse penser que tout en changeant en partie, mais pas complètement, son logiciel historique, le Rassemblement national devient, jusqu'à un certain point, dans la perception du public, une formation comme les autres, et une opposition, en un certain sens, on l'a déjà dit, mais il faut le redire, plus crédible, donc d'une certaine manière plus dangereuse que la NUPES. La NUPES, Bardella le dit souvent, ils sont en train de transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Ils le montrent d'ailleurs tous les jours. Mais vous ne confiez pas les clés du pays à une ZAD. Le danger est beaucoup plus important quand vous avez des gens qui se notabilisent, qui se respectabilisent, pasterisent en apparence, tout en faisant passer en contrebande une idéologie dont on comprend bien qu'elle est en partie un combiné de vieilles idées de l'extrême droite relookées aux enjeux du jour. Merci beaucoup Alexis Lapran. On peut réécouter votre édito politique Hémicycle en podcast sur notre site. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive que vous viendrez nous présenter demain, en tout cas pour son nouveau numéro consacré aux Juifs de Tunisie. J'ai vu la une tout à l'heure. Elle est absolument remarquable. Ça vous touche au cœur. Absolument. Merci à vous et bon après-midi Alexis.